Bonjour à tous, je suis Anne-Françoise Chaperon. Je suis ravie de vous présenter aujourd'hui ce cours sur la thérapie cognitive processuelle. Et je remercie beaucoup Nathalie Camard de me donner l'occasion justement aujourd'hui de faire ce cours et de vous montrer pourquoi j'apprécie beaucoup cette technique et vous en donner quelques aspects pour que vous vous rendiez compte un petit peu de ce qu'on peut faire en TCC, notamment avec cette approche-là. Alors, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis psychologue clinicienne, psychothérapeute. Je peux dire que je suis tombée dans les TCC toute petite, dans la mesure où j'ai vraiment commencé à me former juste après mes études de psychologie. Et je me suis rendu compte en fait qu'après 5 ans d'études, je ne me sentais pas vraiment capable de devenir à proprement parler psychothérapeute et de traiter toutes sortes de problématiques psychiatriques, psychologiques avec mes patients. Et ce sont les TCC qui m'ont permis en effet d'acquérir ces compétences. Je suis devenue depuis quelques années formatrice en TCC dans l'organisme qui s'appelle l'AFTCC, l'Association française de TCC. Et puis également, j'exerce en fait deux métiers, on va dire, en parallèle. Je suis également consultante en entreprise, dans les grandes entreprises, spécialisée dans la prévention des risques psychosociaux au travail. Donc, par exemple, le stress, le harcèlement, etc. Et puis, je suis également l'auteur de plusieurs livres de TCC, donc à l'attention soit des psychothérapeutes, soit du grand public. Et également, je suis superviseuse en TCC, c'est-à-dire que la supervision, c'est quelque chose de très important dans notre métier, où on peut avoir un espace d'échange avec des collègues sur des cas cliniques ou bien tout simplement également sur notre pratique. Et donc, voilà, donc, quand on est psychologue, vous le verrez, on peut exercer plein de métiers à la fois finalement. C'est déjà ce que je suis en train de vous dire là. Voilà, donc on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous parler de la thérapie cognitive processuelle aujourd'hui. Je vais vous expliquer un petit peu comment elle fonctionne. Je vais vous expliquer pourquoi j'aime beaucoup cette approche et ce qu'on peut en attendre en termes de résultats avec les patients pour les aider à avancer par rapport à leurs objectifs. Donc, pour commencer, ce que j'apprécie beaucoup dans la TCP, alors on va dire TCP, ça va plus vite que thérapie cognitive processuelle, c'est qu'elle répond à 3 problèmes qui sont vraiment récurrents chez nous, les psychologues ou les psychothérapeutes, quelle que soit d'ailleurs leur orientation. On est tous là finalement, si on a choisi ce métier, c'est pour aider nos patients. On veut aider nos patients, on veut aider nos patients à s'en sortir, à sortir de leurs problématiques, mais c'est compliqué, on ne sait pas toujours comment s'y prendre. Il faut dire aussi qu'on n'a pas toujours forcément confiance en nous, surtout quand on démarre, bien évidemment, et on manque de technique. Et voilà, donc on est confronté à ce problème qui nous concerne tous, en tout cas, surtout quand on démarre. Et puis du coup, on a besoin donc de monter rapidement en compétences parce qu'on a besoin de se sentir plus à l'aise rapidement avec nos patients qui, eux, attendent beaucoup de nous. Et donc, voilà, on est confronté à une demande très forte et voilà, donc on essaie d'y répondre de notre mieux et pour cela, on a besoin en effet d'acquérir les compétences nécessaires. Et puis, parallèlement à ça, comme on a un métier qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de savoir-faire, beaucoup de concentration, on doit également faire attention à prendre soin de nous, à éviter l'épuisement professionnel. On est très sollicité, voilà, on a un métier complexe. Donc, l'idée aussi, à travers la TCP, c'est d'avoir une méthode de travail économique, dans le sens où on va chercher à la fois l'efficacité, on veut aider nos patients, mais on veut aussi le bien-être. On veut être à l'aise dans notre pratique et on veut pouvoir avoir la sensation rapidement de compétence sans s'épuiser à s'acharner à trouver des solutions quand on ne sait pas et quand on tourne en rond. Voilà un petit peu les 3 problématiques, on va dire, principales qu'on retrouve chez les thérapeutes, chez les psychologues, les psychiatres aussi qui pratiquent les TCC, c'est pareil. Et c'est important de veiller à, si possible, résoudre au mieux ces problématiques-là.
Du coup, ce qui est très appréciable justement dans la TCP, c'est que ça donne aux thérapeutes une grande sécurité, c'est-à-dire à la fois, vous allez voir une méthodologie structurée, mais également des repères et un plan thérapeutique clair, c'est-à-dire qu'on a une méthodologie qui permet de savoir où on en est, séance après séance avec nos patients, pour pouvoir ne jamais être perdu et suivre un fil conducteur depuis l'origine, c'est-à-dire la demande du patient, jusqu'à l'obtention du résultat attendu par le patient. Donc, la TCP, vous allez le voir, ça donne une parfaite compréhension de la problématique des patients, parce que finalement, avant de pouvoir les aider, il faut évidemment comprendre de quoi ils souffrent, c'est-à-dire faire un diagnostic, mais en même temps également avoir une représentation, on va dire, globale, consciente et inconsciente de leurs problèmes. Et donc, on va aussi chercher ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir des patients collaboratifs. On a besoin, comme je dis souvent à mes patients, qu'ils nous aident à les aider. Et pour cela, la TCP, justement, a ce pouvoir de motiver les patients et à les entraîner dans on va dire, dans un travail collaboratif avec eux. Et ça, c'est très important parce que ça permet aussi de ne pas tomber dans un écueil qui est de faire le travail du patient à sa place. Et c'est le patient qui doit faire son travail thérapeutique et nous, on est là pour les guider essentiellement. Donc, je voudrais vous parler de ce que c'est que la thérapie cognitive processuelle et surtout vous donner quelles sont les bases scientifiques sur lesquelles cette technique s'appuie. Donc, en fait, on peut dire que la thérapie processuelle, c'est une TCC organisée, c'est-à-dire qu'on va retrouver exactement les mêmes bases scientifiques qui sont issues des théories de l'apprentissage, dont vous avez très probablement entendu largement parler dans vos études. On va utiliser le même vocabulaire pour nommer les concepts, mais on va avoir une manière un peu différente de travailler. On va avoir une manière un peu plus ludique de travailler avec nos patients. En fait, sans s'en apercevoir quasiment, en maîtrisant la TCP, on va utiliser environ 60 à 70% des techniques TCC aujourd'hui validées. Du coup, on va avoir des techniques à notre disposition qui seront plus accessibles pour nous, mais aussi plus simples à articuler entre elles et plus compréhensibles pour les patients du coup. Et qui va faire que, comme je vous l'ai dit, le thérapeute n'est jamais perdu dans son plan thérapeutique. Donc voilà pourquoi je vous parlais de TCC organisé quand je vous parle de TCP. Donc d'où vient la TCP? Eh bien de ce charmant monsieur qui est un professeur de psychiatrie brésilien, le professeur Irismar Reis de Oliveira, que j'ai eu la chance de rencontrer en 2012 dans le cadre justement d'une formation qu'il est venu proposer en France à un premier groupe pilote de thérapeutes qui se sont formés donc à la TCP. Ça s'est passé à l'hôpital Sainte-Anne, puisque ce professeur est un ancien interne de psychiatrie de l'hôpital Sainte-Anne. Et donc, il est actuellement à l'université de Bahia Salvador au Brésil et au département de neurosciences et santé mentale. Voilà, et c'est lui qui est, à partir donc des bases de TCC classiques et des connaissances scientifiques en TCC, on va dire, conceptualiser cette technique de A à Z. Et la TCP, cela vient d'une idée qu'il a eue en lisant le roman de Kafka, que peut-être vous avez lu aussi, le roman qui s'appelle Le Procès, où il s'agit d'un héros qui s'appelle Joseph K, qui apprend un beau jour qu'il est accusé. Sauf que dans ce roman, on ne sait pas très bien exactement de quoi il est accusé. Le héros lui-même ne le sait pas. Et comme il ne sait pas de quoi il est accusé, eh bien, il ne peut pas se défendre. Il ne peut pas se défendre et le roman se termine très mal. Il est condamné à mort. Donc, à partir de la lecture de ce roman, vous allez voir que ce professeur brésilien a mis au point une technique qui est justement basée sur la même idée, qui est que les patients souvent s'auto-accusent de tout un tas de croyances centrales négatives, sans savoir forcément d'où viennent ces accusations.
et que toute leur vie, ils portent ce fardeau-là et que justement, la TCP va permettre de dénouer ces accusations et d'assouplir ces croyances centrales négatives que les patients portent en eux et qui les empêchent d'avancer, évidemment, et de s'épanouir dans leur vie. Donc, voilà pour la petite histoire rapidement, l'origine de la thérapie processuelle. Donc, je voudrais vous dire 2 mots sur pourquoi j'apprécie cette technique. Comme je vous l'ai dit, donc déjà, c'est rassurant de savoir que cette technique est fondée sur des bases scientifiques connues et validées, donc celles que l'on connaît déjà en thérapie comportementale et cognitive. Vous verrez que, je vous l'ai un peu dit d'ailleurs, mais c'est un modèle structuré et progressif, c'est-à-dire qui avance au fur et à mesure des progrès du patient. Voilà, je vous ai dit également que c'était une manière ludique de travailler, peut-être une manière même un peu plus confortable parce que plus légère, d'une certaine manière, à la fois légère et sérieuse, vous allez voir, de travailler. Elle implique une forte adhésion des patients, alors ça depuis 2012, donc ça fait quand même pas mal d'années que je pratique cette technique, c'est évident. Les patients sont plus motivés à nous suivre avec la TCP, sont plus, on va dire, entraînés dans un rythme de thérapie dans lequel ils s'investissent vraiment. Donc ça, c'est vraiment très, très appréciable parce que c'est de bons pronostics pour l'atteinte de leurs objectifs. Donc, on a une meilleure observance. Vous savez qu'en TCC, on prescrit toujours des tâches entre les séances. Et donc, on a une bien meilleure observance par rapport aux tâches prescrites que les patients font avec plus de plaisir. Du coup, grâce à tout ça, on a des changements plus rapides, évidemment. On a des progrès beaucoup plus rapides avec la TCP, en tout cas de mon expérience clinique. Et on peut même parler chez certains patients de métamorphose, c'est-à-dire vraiment des patients qui changent du tout au tout et qui s'épanouissent d'une manière assez extraordinaire. Donc voilà les raisons pour lesquelles j'aime cette approche. Donc je voudrais vous rappeler des bases scientifiques sur lesquelles repose la TCP et sur lesquelles reposent évidemment les thérapies comportementales et cognitives dans leur ensemble. C'est un modèle cognitif très connu que bien sûr vous connaissez certainement. Je vais passer rapidement là-dessus pour être sûre, mais j'imagine que vous connaissez ça par cœur. Donc on va analyser les situations problèmes que les patients rencontrent dans leur vie. C'est-à-dire qu'on va essayer de voir avec eux qu'est-ce qui vraiment dans leur vie leur pose problème, que ce soit des problèmes relationnels, des problèmes émotionnels, des problèmes au travail, peu importe. Donc on va partir de leur vécu, de leur situation cible et on va regarder à partir de ces situations ce qui se passe pour eux, c'est-à-dire quelles pensées ça génère chez eux, des pensées automatiques. On verra tout à l'heure un peu mieux ce que sont les pensées automatiques, même si j'imagine que vous savez déjà. Ces pensées qui génèrent des émotions, qui génèrent des comportements et des réactions physiologiques. Et en fait, on va creuser un petit peu plus loin parce qu'on sait que derrière ces pensées et ces émotions, il y a ce qu'on appelle des schémas conditionnels ou des présupposés sous-jacents et qu'en dessous, encore plus profondément, au niveau inconscient, il y a des croyances centrales ou des schémas cognitifs qui sont activés et qui sont comme une forme de, on va dire, de chef d'orchestre qui maintient en l'état ce système qui est souvent un système conditionné et un système en boucle finalement. Et quand les patients viennent nous voir, ça veut dire qu'ils ne savent pas sortir de cette boucle et que nous, notre travail, c'est de les aider à en sortir. Donc, pour vraiment vous illustrer ce que c'est que la TCP, je pense que le mieux, j'ai choisi de prendre un cas clinique. Ça va vous permettre de vous montrer comment la TCP peut aider la plupart des patients en thérapie. Là, en l'occurrence, j'ai choisi de prendre une de mes jeunes patientes, Zoé, qui a 16 ans. Elle est venue me voir l'année dernière, elle était en première S. Voilà un petit peu l'histoire, je vais vous raconter un petit peu l'histoire de Zoé et la raison de sa venue. Donc voilà, elle arrive en janvier 2019 pour la première consultation et elle vient avec sa mère ce jour-là et ensuite je l'ai rencontrée seule, mais la première fois je l'ai vue avec sa mère. Et elle vient me voir, sa mère est catastrophée, mais Zoé également, parce qu'elle ne peut plus aller en classe. Depuis quelques mois, elle ne peut plus aller en classe parce qu'elle a eu des attaques de panique très fortes
lors des derniers cours où elle s'était rendue pour évidemment passer son bac de français. Notamment, c'était des cours de français sur lesquels elle mettait beaucoup d'enjeux. Dès qu'il y avait des oraux, par exemple des bacs blancs, des choses comme ça, il y avait des angoisses terribles dès la veille au soir et le lendemain, des attaques de panique également à l'occasion de ces oraux, avec des somatisations très importantes, surtout des maux de ventre terribles, par exemple avant de prendre la parole en cours ou bien avant de faire un exposé. Derrière tout ça, se sentir jugé par les élèves, mais par les profs également. Et donc d'avoir très très peur de s'exprimer devant les groupes. Et ça, c'est quelque chose qu'elle ressentait déjà au collège, mais finalement, c'est un phénomène qui s'est exacerbé tout au long de sa scolarité. Ça allait bien à l'école primaire, mais ça a commencé au collège et puis ça a continué un petit peu crescendo jusqu'à la classe de première, donc jusqu'à 2019. Et elle a un autre problème aussi, c'est qu'elle est très angoissée par rapport à ses relations avec ses amis. Elle a toujours peur d'être jugée, elle a peur d'être rejetée et donc de ne plus avoir d'amis évidemment. Et en fait, justement, cette peur fait qu'elle s'est beaucoup isolée et que de fait, elle a peu d'amis depuis le collège. Donc voilà un petit peu globalement la raison de la venue de Zoé en thérapie, avec vraiment cette demande très forte de l'aider à pouvoir retourner en cours, de pouvoir évidemment passer son bac de français. C'était très important pour elle. C'est une jeune fille qui est très investie à l'école. C'est une jeune fille très intelligente, qui veut réussir, qui est très ambitieuse pour sa vie professionnelle future. Donc, elle est évidemment catastrophée de ne pas pouvoir retourner à l'école. Donc, je voudrais vous dire 2 mots du contexte familial. Donc, Zoé vit avec ses 2 parents et sa petite sœur de 10 ans. La mère est très anxieuse pour sa fille et la mère se trouve en conflit actuellement avec le père qu'elle trouve trop dur. Le père est très exigeant. C'est un ingénieur, c'est un monsieur qui est très perfectionniste, sur un mode très rationnel, peu d'empathie, très maladroit dans sa manière de s'adresser à sa fille, qui se sent souvent blessée par des mots très durs. Donc, c'est un monsieur qui ne comprend pas grand-chose à la psychologie et encore moins aux problèmes de sa fille. Il ne comprend pas du tout pourquoi elle ne retourne pas en cours et pourquoi elle panique à ce point à l'idée d'aller en cours. Donc, le père est potentiellement un facteur aggravant de la situation de Zoé, qui voudrait faire plaisir à ses parents pour retourner à l'école et qui justement se sent de plus en plus paralysée face à la pression forte de son père. Et dans une moindre mesure de sa mère, mais voilà, c'est surtout le père qui est très, très pressant pour qu'elle retourne travailler à l'école. Voilà, la maman, elle est consultante en marketing à son compte, elle travaille généralement de la maison. Donc, ils suivent de près leur fille aussi. La maman, en tout cas, du fait d'être à la maison, suit de près sa fille. Voilà, donc les parents sont paniqués. Zoé aussi à l'idée qu'elle ne puisse plus jamais retourner au lycée et qu'elle ne puisse pas passer son bac. Donc, quelques mots sur le diagnostic, suite à quelques entretiens cliniques. J'ai également, évidemment, utilisé pas mal d'échelles d'évaluation pour cerner un petit peu la problématique de Zoé. En fait, ce que le bilan met en évidence, enfin le bilan et puis les entretiens mettent en évidence, c'est vraiment une anxiété sociale très invalidante, quasiment une phobie sociale en fait, très très élevée, avec des conséquences un petit peu dépressives, mais à minima, on est surtout face à un trouble anxieux très important et elle commence à déprimer un petit peu justement parce qu'elle se décourage de se voir aussi anxieuse. Donc on a une dépression qui est secondaire évidemment à l'anxiété, mais c'est surtout l'anxiété qui est au premier plan et qu'il faut donc traiter de toute urgence. On a évoqué l'éventualité d'un traitement médicamenteux. On en a parlé, j'en ai parlé avec Zoé, mais également avec ses parents, que j'ai vus ensemble pour une séance tous ensemble.
En fin de compte, la discussion tournait autour du fait qu'il y avait quand même urgence à ce qu'elle retourne en cours par rapport à l'échéance du bac et que peut-être qu'avec un traitement de type sérotoninergique, elle pourrait peut-être être soulagée plus rapidement que la TCC seule. C'était une vraie question qu'on s'est posée. Donc, ils sont allés consulter un psychiatre, mais qui n'a pas pris trop parti. Et finalement, les parents ont fini par considérer qu'ils refusaient que leur fille, qui était encore mineure, prenne un quelconque médicament de type antidépresseur. Voilà, donc nous avons réalisé une thérapie cognitive processuelle sans aucune aide médicamenteuse. C'est pour ça aussi que j'ai choisi ce cas clinique à vous présenter. C'était vraiment pour vous montrer ce que pouvait faire la thérapie seule, sans l'aide chimique finalement. Donc c'est assez intéressant de voir ça, parce que si on avait eu un traitement, on n'aurait pas pu dire à quoi du traitement ou de la thérapie avait pu agir. Donc, pour décrypter un cas clinique avec la TCP, on a un premier outil d'analyse fonctionnelle qu'on appelle le diagramme de conceptualisation. Donc, c'est une analyse fonctionnelle spécifique de la TCP qui va nous permettre vraiment de comprendre ce cas clinique, on va dire, d'une manière multifactorielle. On va voir qu'il y a 3 niveaux de compréhension d'un cas clinique. Et ce diagramme de conceptualisation va nous permettre ensuite d'avoir notre plan thérapeutique qui va être évident, et qui va s'écrire de manière évidente une fois qu'on aura conceptualisé le cas de Zoé. Donc, je vous propose de regarder l'analyse fonctionnelle de Zoé avec ce diagramme de conceptualisation. Donc, comme vous voyez, on a 3 niveaux de compréhension de la problématique. Le premier niveau qui est le niveau, on va dire, directement observable, c'est-à-dire le niveau le plus superficiel. Le niveau 2 qui est un niveau, on va dire, intermédiaire, et le niveau 3, niveau inconscient, où là, on va parler des croyances centrales négatives inconscientes. Donc, je voudrais vous détailler la démarche que l'on a, nous, en TCP, pour conceptualiser un cas. Donc, on va partir d'une situation problème, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, j'ai demandé à Zoé de me rapporter plusieurs situations dans lesquelles elle s'est sentie vraiment en difficulté dernièrement lorsqu'elle était encore à l'école avec ses amis et ses profs. Et on a choisi de partir d'une situation qui était une sortie scolaire. La raison pour laquelle on a choisi cette situation, c'est parce que c'était celle qui était la plus émotionnelle et donc potentiellement la plus parlante sur le plan psychologique et la plus intéressante à analyser. Donc en général, on va partir de situations vraiment très émotionnelles dans lesquelles on va voir que plein de choses se passent finalement. Donc la situation était la suivante, c'est qu'elle avait une sortie scolaire programmée avec les élèves de sa classe. Et pendant la visite d'un site, elle se rend compte que ses 2 amis, qui sont des amis proches, sont ensemble, discutent ensemble, alors qu'elle est toute seule dans son coin et que tous les autres élèves sont regroupés et elle est toute seule, un peu à part. Donc voilà la situation de départ qui a déclenché chez elle vraiment beaucoup d'émotions et des pensées très catastrophiques. Elle s'est dit c'est de ma faute, je ne suis pas assez bien pour les autres, et elle y croit à 100%. Donc elle pense que c'est parce qu'elle n'est pas assez bien que ses amis ne lui parlent pas. Et cette pensée automatique la rend triste, en intensité de tristesse. Elle dit que la tristesse monte à 80%. Et du coup, en termes de réaction physiologique, forcément, elle ressent ces maux de ventre dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis également, elle a la gorge serrée et elle a envie de pleurer. Et au niveau comportemental, ce qu'elle essaie de faire justement, c'est de ne pas pleurer. Elle reste dans son coin, elle n'exprime pas sa tristesse et elle n'essaye pas d'aller voir ses amis en fait. Elle n'essaye pas d'aller les rejoindre, alors que finalement, quelque part, elle en a envie. Donc là, on a déjà un premier niveau. Vous voyez, je vous disais que c'était le niveau directement observable, où on voit des petites flèches, vous voyez, dans tous les sens ici, qui tournent, qui reviennent. Vous voyez, on est déjà dans un circuit fermé.
Et là, ce qui est intéressant, c'est d'analyser un petit peu ces flèches parce qu'on a une situation et là, on voit une petite flèche pointillée qui va vers la pensée automatique. La pensée automatique, elle est très rapide à arriver. Elle met même pas une seconde pour arriver et c'est pour ça qu'on l'appelle automatique. On appelle ça des cognitions également. Et en fait, on explique avec le patient pourquoi est-ce qu'on a un petit pointillé là alors que là, on n'en a pas. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est d'expliquer déjà au patient que cette situation, eh bien, elle vient réveiller quelque chose d'inconscient chez elle, au niveau 3, qu'on ne connaît pas quand on n'a pas encore rempli. On ne sait pas encore ce que c'est, mais que ce qui se passe là au niveau 3 va venir apporter ces pensées-là, qui, en même temps, finalement, vont amener des émotions, des sensations physiologiques et un comportement. Donc après, on a des flèches droites normales parce que, en effet, c'est beaucoup plus direct. Là, c'est indirect, c'est-à-dire la situation ne déclenche pas directement la pensée, mais la situation réveille quelque chose d'inconscient qui déclenche la pensée. Voilà. Donc là, tout ça, c'est important. On passe pas mal de temps avec les patients à leur expliquer ce mécanisme pour qu'eux comprennent aussi ce qui se passe chez eux. Et puis, quand on va parler automatique, là, on va parler des distorsions cognitives, c'est-à-dire qu'on va parler des erreurs de raisonnement que tout à chacun fait lorsqu'il pense de manière comme ça automatique. Et plus on a des distorsions cognitives, c'est-à-dire plus on a des erreurs de logique, plus on va avoir une réaction émotionnelle importante ici, et plus on va avoir des réactions physiologiques et des comportements inadaptés, c'est-à-dire qui sont souvent des comportements d'évitement. Donc voilà le premier niveau qu'on a conceptualisé. Et pour expliquer également pourquoi les flèches reviennent, c'est que les comportements ramènent d'autres émotions, mais ramènent aussi d'autres pensées, d'accord ? Et puis les comportements peuvent ramener tout un tas d'autres situations derrière. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé après ? Eh bien, ce qui s'est passé après, c'est que Zoé, elle est restée dans son coin pendant tout le trajet. Ensuite, dans le bus ou au retour, elle s'est mise toute seule à une place. Elle a continué à ruminer toute seule dans son coin. Et la situation a bouclé comme ça tout le temps. Donc, on voit qu'on est vraiment dans une boucle sans fin. Et on commence déjà aussi à expliquer aux patients que notre travail, ça va être justement de casser cette boucle. Alors après, quand on descend au niveau 2, on continue à analyser tout ça. Alors ça se fait en 2 séances ou 3. Donc la première séance, généralement, est consacrée à analyser le niveau 1. Et la fois d'après, donc Zoé revient et on va essayer de comprendre ce qui se passe au niveau 2. Et là, on voit une grosse flèche qui descend du niveau 1 au niveau 2. Et on voit que finalement, on va demander à Zoé, mais finalement, quand tu t'es vue comme ça, dans ton coin, à ne rien dire, à ne pas aller vers tes amis, est-ce que tu considères que c'est une situation récurrente dans ce genre de situation ? Est-ce que tu fais ça à chaque fois ? Est-ce que c'est le comportement qui arrive le plus souvent ? Et elle me dit oui, bien sûr, je fais ça à chaque fois. Et quand je ne me sens pas bien, je me replie sur moi-même et je ne vais pas vers les autres. Donc là, on va considérer que ne rien faire, ne rien dire, et puis chercher à se contrôler, à contrôler ses pleurs, eh bien, c'est un comportement de sécurité. On va essayer de comprendre pourquoi c'est un comportement de sécurité. Pourquoi c'est un comportement de sécurité ? Parce que là, on est au niveau 2, c'est-à-dire qu'on est à un niveau préconscient. Pas tout à fait inconscient, mais presque. Et là, on va poser la question à Zoé. Finalement, si tu avais été voir tes amis pour leur demander d'être avec toi et pour essayer de te sentir moins seule, qu'est-ce que tu aurais risqué ? De quoi aurais-tu eu peur si tu avais fait ça ? Et là, elle me dit, si je vais vers les autres, alors je risque d'être incomprise et de me sentir encore plus seule. Donc, on comprend pourquoi elle ne fait rien, qu'elle ne dit rien et qu'elle cherche à s'en contrôler et que du coup, elle ne va pas vers les autres. Donc, on voit pourquoi le fait de s'isoler pour elle, donc de faire un évitement, eh bien, c'est un comportement de sécurité qui lui évite, en tout cas dans son esprit à elle, de se sentir encore plus incomprise et encore plus seule. Vous voyez que ça, c'est ce qu'on appelle un facteur de maintien en psychologie. C'est-à-dire que plus on fait des évitements, plus on a peur. En l'occurrence, pour Zoé, plus elle évite d'aller vers les autres, plus elle a peur d'y aller. Et plus elle a peur d'y aller, plus elle va continuer à éviter. Donc, on appelle ça donc un facteur de maintien. Et donc, au niveau 2 du diagramme de conceptualisation, on comprend pourquoi les problèmes ne sont pas tout seuls. Parce que les patients sont coincés dans leurs évitements.
Donc, une fois qu'on a cette information-là, c'est très important. Le patient le comprend aussi et on explique énormément, on fait beaucoup de psychoéducation pour qu'ils comprennent aussi et qu'ils déculpabilisent aussi, bien sûr, d'avoir ces comportements-là. Hein, ils sont compréhensibles. Et on va descendre d'un cran pour essayer de comprendre ce qui se passe au niveau 3. Et au niveau 3, ce qu'on cherche, c'est ce qu'on appelle la croyance centrale négative. Et donc là, pour trouver la croyance centrale négative, on va partir du niveau 1, parce que là, vous voyez, il y a une flèche qui remonte par là, vers la pensée automatique. Et là, on va demander, j'ai demandé à Zoé, mais finalement, si c'est vrai à 100% que c'est de ta faute et que tu n'es pas assez bien pour les autres, qu'est-ce que ça dit de toi? Comment tu te vois en tant que personne? Et elle finit par me dire, bah, ça veut dire que je suis inférieure aux autres. Et quand je lui demande à combien elle y croit qu'elle est inférieure aux autres, elle me dit qu'elle y croit à 90%. Donc finalement, on a toute l'histoire là. C'est-à-dire qu'on a un diagramme dynamique à 3 niveaux qui nous explique exactement l'histoire de Zoé. Alors je vais vous faire la démonstration. Ce qui se passe chez Zoé, c'est que elle est en sortie scolaire, d'accord ? Elle voit ses amis entre eux et elle est toute seule. Cette situation réveille cette sensation d'être inférieure aux autres et elle y croit en plus très fortement. Du coup, forcément, elle se dit que c'est de sa faute et qu'elle n'est pas assez bien pour les autres. Ça la rend triste. Ça lui fait mal au ventre. Ça lui serre la gorge. Elle a envie de pleurer. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se renferme sur elle-même. Pourquoi? Parce que si elle ne se renferme pas, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle va se sentir encore plus incomprise et encore plus seule. Et donc, le comportement là de sécurité permet 2 choses. Finalement, de contrôler la tristesse qui est là et de contrôler la croyance qui est là. C'est-à-dire que le fait d'éviter d'aller vers les autres lui permet, pas à 100%, mais en tout cas c'est une tentative, de ne pas activer cette sensation d'être inférieur. Voilà un petit peu ce qui se passe quand on fait le diagramme de conceptualisation. Vous voyez comment on peut vraiment comprendre profondément ce qui se passe, en l'occurrence chez cette patiente. Donc, une fois qu'on sait ça, eh bien, on va pouvoir travailler et l'aider. Alors, je voudrais vous parler du déroulement de la thérapie de Zoé, puisque vous allez voir que tout découle du diagramme de conceptualisation que je viens de vous montrer. Donc, comme on vient de le voir, on a mis à jour la croyance centrale négative qui est « je suis inférieure aux autres », à laquelle elle croit très fortement. Et à partir de là, on va proposer à Zoé d'utiliser une métaphore. Comme je vous parlais tout à l'heure du procès de Kafka, eh bien, on va utiliser une métaphore d'un procès dans lequel Zoé est accusée d'une certaine manière d'être inférieure aux autres, puisque c'est une auto-accusation qu'elle se porte à elle-même. Et puisqu'elle s'accuse de cela, eh bien, on va faire une sorte de jeu de rôle géant dans lequel Zoé va jouer à certains moments le procureur. Dans un procès, le procureur, c'est celui qui accuse, justement. C'est-à-dire le procureur, ça symbolise la croyance centrale négative. Mais heureusement, il y aura un avocat pour la défendre. Et puis des jurés qui vont venir apporter un verdict. Donc l'idéal, l'idée en tout cas qu'on recherche là, c'est de mettre à jour une croyance centrale positive qui sera « je suis égal aux autres ». Donc, c'est ce qu'on a pu faire avec Zoé. Je vais vous raconter un petit peu comment on est arrivé à ça. Mais l'idée, c'était d'assouplir cette croyance négative qu'elle était inférieure aux autres et de faire émerger cette croyance positive « je suis égal aux autres ». On appelle ça en TCC la flèche ascendante. On va faire remonter une croyance centrale positive. Alors là, je vous montre le procès, entre guillemets, procès de Zoé. Donc, il y a tout un, tout un scénario. On met des chaises et à chaque fois que Zoé va changer de rôle, eh bien, elle va changer de chaise. C'est une technique qui est assez proche des techniques qu'on utilise en Gestalt. Donc, moi, je joue le rôle, je suis thérapeute, mais je joue le rôle du président du tribunal. Donc, mon rôle consiste à donner la parole à Zoé, qui va être tour à tour l'accusé, le procureur, l'avocat. Donc, en début de procès, lorsque je pose la question à Zoé à combien elle se sent inférieure aux autres, croyance centrale négative, elle me dit là, ce jour-là, qu'elle y croit à 80%. Et quand je lui demande quelle émotion la plus forte ça lui procure, elle me dit que c'est de la tristesse à 90%.
Donc ça, c'est le début du procès. Qu'est-ce qui se passe après? Zoé va venir s'asseoir sur la chaise du procureur et on va demander à Zoé, procureur, pourquoi est-ce que vous accusez Zoé, cher procureur, d'être inférieure aux autres? Et là, par exemple, Zoé dit, elle est inférieure aux autres parce que il y a plusieurs domaines où elle n'est pas assez bonne par rapport aux autres. À l'école, elle a des résultats satisfaisants mais pas parfaits. Dans les relations sociales, elle est carrément nulle. Physiquement, il y a des choses qui devraient changer. Ses jambes sont trop musclées. Dans son caractère, il y a des choses qu'il faudrait changer. Elle devrait être plus avenante avec les autres et elle devrait être moins timide. Donc voilà sur quoi repose la croyance centrale négative de Zoé. Donc le procureur parle, Zoé revient à sa place d'accusée et je lui restitue ce que vient de dire le procureur. Là, je lui redemande à combien elle croit l'accusation. Alors, elle y croit toujours là, à 80%. Et là, on voit que la tristesse monte encore, elle est à 95%. D'accord? Là, elle est vraiment en train de pleurer à ce moment-là et elle est très triste. Donc, tout de suite après, Zoé va changer de chaise et va aller sur la chaise de l'avocat de la défense. Et l'avocat de la défense, en l'occurrence, c'était une avocate, parce que les patients, on va leur demander, comment vous voyez un bon avocat qui saurait bien vous défendre? C'est un homme, une femme, quel âge a-t-il, etc. C'était une jeune avocate. Et voilà ce que dit Zoé, avocate, pour la défendre de cette accusation. Et elle nous dit que quand elle est avec sa famille, elle arrive à rigoler avec les autres et à les faire rire, qu'avec sa famille, elle arrive à se confier plus facilement, et que comme elle a fait beaucoup de gym, elle est arrivée à faire des mouvements que d'autres personnes ne savent pas faire grâce au fait qu'elle se soit musclée. Elle a aussi de bons résultats en allemand et enfin, elle a réussi à rentrer dans une section OIB, c'est une section internationale, après avoir passé un entretien oral et un examen écrit en anglais. Et quand l'avocate a pu parler, après ça, après la plaidoirie de l'avocate, eh bien, vous voyez que déjà, l'émotion a baissé, on n'est plus qu'à 80% de tristesse. Par contre, pour l'instant, l'accusation reste à 80%. Elle croit encore dur comme fer qu'elle est inférieure aux autres. Ensuite, eh bien, le procureur répond à l'avocate. Il va venir un peu contredire ce qu'a dit l'avocate. Par exemple, quand elle est avec sa famille, elle arrive à rigoler avec les autres et à les faire rire. Mais le procureur dit que oui, mais quand elle est avec d'autres personnes, notamment au lycée, eh bien, son comportement change. Voyez. Voilà, quand avec sa famille, elle arrive à se confier plus facilement, oui, mais elle ne se confie pas à d'autres personnes que sa famille, etc. Vous pourrez le lire par vous-même. Et en tout cas, vous voyez, le procureur répond point par point à l'avocate. Et ensuite, l'avocate, à la fin, vient apporter ses conclusions, puisque là, on va essayer d'activer à la fin du procès, justement, la croyance centrale positive. Et du coup, qu'est-ce que nous dit l'avocate? Elle nous dit que, justement, en partant du point que quand elle est avec sa famille, elle arrive à rigoler avec les autres et à les faire rire, ça dit que quand elle est avec, qu'elle n'est pas timide chez elle et que ça montre qu'elle a des capacités à être à l'aise avec les autres. Voyez. Le point 2, quand elle arrive à se confier plus facilement, ça dit d'elle qu'elle a une sensibilité et qu'elle est capable d'expliquer ce qui ne va pas. Pour le point 3 sur la gymnastique, ça montre d'elle qu'elle a été courageuse et endurante. Le point 4 qui dit qu'elle a de bons résultats en allemand, ça dit qu'elle arrive à bien apprendre cette langue. Le point 5 montre qu'elle a un bon niveau en anglais. Et en conclusion, finalement, Zoé a des atouts positifs. Donc là, qu'est-ce qui se passe au niveau de la croyance, vous voyez? Eh bien, elle baisse un petit peu. Elle n'est plus qu'à 75%. Elle baisse un tout petit peu. On ne peut pas dire qu'elle baisse d'une manière très significative, mais quand même. Et puis, l'émotion remonte. C'est assez intéressant, mais l'émotion remonte paradoxalement après avoir entendu l'avocate. C'est souvent le cas, mais ça s'explique parce que les patients sont souvent très émus aussi d'entendre une voix bienveillante qui les défend. Ça, c'est la première partie du procès qui se fait en une consultation, environ d'une 3/4 d'heure, 1 heure. La deuxième partie se fait lors de la consultation suivante, où là, comme vous le savez peut-être, quand dans un procès, lorsque la défense, l'accusation se sont exprimés,
eh bien, il reste aux jurés de se réunir pour apporter un verdict. Et les jurés doivent examiner consciencieusement le dossier et nous dire si finalement ils jugent que la personne est coupable ou non de l'accusation du procureur. Donc là, la séance suivante, je suis jurée, moi aussi, avec Zoé. On se réunit toutes les deux dans le bureau. On n'est plus dans le tribunal. On est toutes les deux autour d'une table et on va analyser point par point tout ce qui s'est dit là, tout ce qui s'est dit là, partout. Et on va aller chercher les distorsions cognitives. C'est-à-dire, est-ce que le procureur a fait des distorsions? Est-ce que l'avocat a fait des distorsions? Et qu'est-ce qu'on peut en conclure? Alors, quand on regarde les dires du procureur, on voit beaucoup de distorsions. Par exemple, quand il dit qu'il y a beaucoup de domaines où elle n'est pas assez bonne par rapport aux autres, eh bien là, on a une distorsion qui s'appelle la comparaison injuste. Quand le procureur dit qu'à l'école, elle a des résultats satisfaisants mais pas parfaits, ben là, on a une pensée en tout ou rien, une pensée dichotomique. C'est aussi une distorsion. Physiquement, il y a des choses qui devraient changer, ses jambes sont trop musclées. Là, ça s'appelle constatation de type je dois, je devrais avoir des jambes moins musclées. Les must. Dans les relations sociales, elle est carrément nulle. Ça s'appelle du labeling. C'est mettre une étiquette sur la personne, elle est nulle. Voyez, et elle devrait être moins timide, c'est également elle devrait, donc constatation de type je dois. Vous voyez que là, par exemple, dans la plaidoirie du procureur, eh bien, on a 100% de distorsion. C'est-à-dire que cette accusation repose sur des pensées qui sont des distorsions et non pas des pensées rationnelles. Et on continue tout au long du procès. Et ce qu'on constate, c'est que ce n'est pas du tout la même chose du côté de la défense. Par exemple, la défense nous dit que quand elle est avec sa famille, elle arrive à rigoler avec les autres et à les faire rire. Ça, c'est un fait, c'est factuel. Si on interroge ses parents, ils sont d'accord avec ça, donc on sait que c'est vrai. Quand l'avocate nous dit qu'elle arrive à se confier plus facilement aussi à sa famille, c'est également un fait. Et à chaque fois, on a des faits. Elle a fait beaucoup de gym, c'est vrai qu'elle est musclée, donc voilà, c'est un fait. C'est un fait qu'elle a de très bons résultats en allemand, donc ce n'est pas non plus une distorsion. Et qu'elle a été sélectionnée pour cette section OIB qui est quand même difficile, et ça aussi c'est un fait. Donc vous voyez que ce procès va nous montrer au final, et c'est ce que vont voir les jurés, que l'accusation ne tient pas, puisque l'accusation « je suis inférieure aux autres » ne repose que sur des distorsions qu'on va voir là, et qu'on va voir là aussi d'ailleurs dans la colonne du procureur. On va voir qu'on n'a que des distorsions. Et on va voir qu'au contraire, la défense, elle a plutôt des arguments solides qui prouvent que finalement, Zoé, elle n'est peut-être pas si inférieure aux autres que ça. Donc, vous voyez l'idée du procès et la thérapie processuelle, on parle de procès aussi par rapport à ça, eh bien, elle va venir déstabiliser le système. Le système à 3 étages que je vous ai montré dans le diagramme tout à l'heure. La thérapie processuelle vient déstabiliser ce système et vient faire douter le patient du fait que ce système repose uniquement sur des distorsions. Et donc, est-ce qu'on peut croire des distorsions? Forcément non. Donc, voilà un petit peu la technique du procès. Donc, qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, on va activer la croyance positive qui va venir s'écrire ici, vous voyez, parce que là, on était sur « je suis inférieur aux autres », c'est ce que dit le procureur, mais il n'a pas réussi à le prouver. Par contre, si le procureur n'a pas pu prouver qu'elle est inférieure aux autres, alors qu'est-ce qui serait vrai? Que finalement, c'est ça qui est ressorti du procès, c'est que ce qu'on a prouvé, c'est qu'elle est l'égale des autres. Qu'elle n'est ni inférieure ni supérieure, mais qu'elle est l'égale des autres. Et là, il y a vraiment un moment où le patient réalise quelque chose de très fort, quoi. Ça ne veut pas dire que le problème est résolu à ce stade-là, bien évidemment. Il y a encore du travail, je vais vous en parler. Mais ça veut dire que déjà, le système est déstabilisé, le système est affaibli. Et donc, la croyance centrale négative est déjà partiellement assouplie. Si on s'arrêtait là, ça reviendrait, parce que les croyances négatives sont des schémas profonds, ancrés, très anciens. Et donc, forcément, on ne les déloge pas aussi simplement que cela. On ne les déloge pas en 2 séances de psychothérapie. Mais c'est le début. C'est un bon début quand on voit que ça commence à évoluer.
Et on va continuer ensuite avec des patients à atteindre l'objectif qui est d'avoir assoupli raisonnablement cette croyance. Et en l'occurrence pour Zoé, les indicateurs, c'était qu'il fallait qu'elle puisse retourner évidemment au lycée. Donc, qu'est-ce qui va se passer après pour Zoé? Eh bien, on va mettre en place différentes tâches qui vont l'aider à comment dire ça, renforcer sa croyance centrale positive et à affaiblir sa croyance centrale négative. Donc, j'ai utilisé la cohérence cardiaque pour justement l'aider à petit retourner sur le chemin de l'école avec une technique de respiration qui permet de calmer le stress et l'anxiété. Tous les jours, elle devait repérer des situations qui confirment la croyance centrale positive qui dit qu'elle est l'égale des autres. Donc, elle avait un agenda à remplir chaque jour où elle devait retrouver 3 situations qui prouvent qu'elle est l'égale des autres, donc qui activent la croyance positive. Et puis, également, on a fait de l'exposition graduée, c'est-à-dire que, vous vous souvenez, je vous ai parlé du niveau 2 du diagramme, je vous ai dit que c'est là qu'on trouvait les facteurs de maintien, c'est-à-dire les évitements, les résistances. Et bien là, on a entrepris également de diminuer les évitements pour que Zoé, petit à petit, se reconnecte à ses amis et puisse communiquer avec les autres en dehors de sa famille. Donc, voilà un petit peu la stratégie qui a été prise rapidement pour aider Zoé. Et pour faire cela, eh bien, j'ai utilisé la technique de la hiérarchie avec code couleur. Alors, je vous la présente. Elle est vraiment très intéressante à utiliser avec quasiment tous les patients. Elle part du principe que vous et moi, mais nos patients, c'est pareil. Quand on est dans la zone bleue, vous voyez ici, eh bien, on peut dire que la tâche est facile à réaliser parce qu'elle est confortable ou neutre ou légèrement ou très peu inconfortable. En tout cas, la zone bleue, là, correspond à ce qu'on fait facilement. Par exemple, vous, toutes les choses que vous faites parce que vous avez pris l'habitude de le faire et que vous faites sans stress, eh bien, c'est en zone bleue. Alors, on cote entre 0 et 5 l'anxiété. Donc, en zone bleue, on considère qu'on est à 0 ou 1 sur 5. La zone bleue, elle est confortable, mais elle n'est pas intéressante en thérapie parce qu'elle ne fait pas progresser. C'est-à-dire que si je fais tous les jours des choses de zone bleue, je reste dans mon confort, dans ma zone de confort, mais je ne progresse pas. Donc, on ne va pas trop s'occuper du bleu, mais on va surtout s'occuper du vert. Donc, ce qui devient vert, c'est à 2 ou 3 sur 5. Donc là, on voit que l'anxiété monte. Et là, on voit que l'exposition est inconfortable. Donc, il faut faire un effort pour se confronter aux situations qui sont en zone verte. Donc là, avec Zoé, on a fait une liste des situations vertes qui pourraient être intéressantes à travailler pour qu'elle puisse petit à petit revenir vers les autres, s'exposer, regarder les autres, etc. Puisque je vous rappelle qu'on est quand même sur un diagnostic de phobie sociale. Donc la zone verte est très intéressante, non seulement parce qu'elle va faire progresser, mais aussi parce qu'elle n'est pas trop anxiogène. Si on allait en zone rouge, ça serait la catastrophe, parce que là, la patiente se resensibiliserait immédiatement et ça serait contre-productif. Donc la zone rouge, c'est tout ce qu'on ne peut pas faire et vous pouvez vous imaginer pour vous ce que ça serait, d'être en zone rouge. Si on vous demande de faire quelque chose qui vous terrifie, voilà, vous allez vous sensibiliser encore plus. Donc le rouge, on laisse tomber. Et puis le jaune, c'est tout ce qu'on peut préparer nous en séance avec le patient. C'est-à-dire que le patient ne va pas faire seul, parce que pour l'instant, il n'est pas capable. C'est trop fort, l'anxiété est trop forte. Mais avec quelques séances, par exemple, d'exposition en imagination, nous, on peut faire que le jaune devienne vert et donc puisse se faire. Donc voilà un petit peu la stratégie du code couleur. Donc moi, je donne ce document, bien sûr, à tous mes patients, et là, en l'occurrence, à Zoé, pour qu'elle comprenne bien que nous, on va toujours travailler dans le vert. C'est-à-dire qu'à force de travailler dans le vert, ce qui est vert va devenir un jour bleu, puisque à force de s'entraîner à faire des choses, ça devient facile. Ce qui est jaune va devenir vert, puis bleu.
Ce qui est rouge va devenir jaune, puis vert, puis bleu, etc., etc. C'est-à-dire que c'est comme ça que dans la vie, on progresse tous. Et si on veut vraiment progresser, on a intérêt à y aller progressivement, toujours en zone verte. Et c'est du coup, notre cerveau émotionnel accepte une petite mise en danger, mais pas trop forte. Et ça va permettre ensuite l'habituation et ça va permettre la généralisation et ça permettra de progresser plus globalement. Donc, on considère finalement qu'au-delà même du cas de Zoé, on doit tous se poser la question de savoir finalement qu'est-ce qui est la zone verte pour nous, et on devrait tous s'exposer un petit peu tous les jours à des situations vertes. Et ce qui nous permet d'être en permanence en mouvement finalement et en développement personnel. Donc ça, c'est voilà, une petite chose que je vous dis parce que c'est peut-être intéressant pour vous aussi de réfléchir à ça. Qu'est-ce qui est jaune pour vous? Qu'est-ce qui est rouge? Qu'est-ce qui est vert? Qu'est-ce qui est bleu? Et qu'est-ce que vous aimeriez travailler pour vous aussi? J'en profite pour vous dire une chose qui est très importante aussi, qui est que tout ce qu'on fait faire à nos patients, il faut qu'on le fasse nous d'abord. Toutes les techniques qu'on utilise avec nos patients, il faut les utiliser déjà pour nous. Par exemple, vous parlez tout à l'heure de cohérence cardiaque. Bon moi, je l'utilise, je vois ce que ça fait et après, je le propose aux patients. D'accord? Donc, ce travail aussi d'exposition comportementale, moi-même, j'y pense souvent et je me l'applique à moi-même. Et quand j'en parle aux patients, je suis crédible, je sais de quoi je parle. Et ça, c'est très, très important d'être dans cette démarche-là. Et c'est une démarche finalement assez honnête intellectuellement. Donc, voilà la liste des tâches vertes donc, de Zoé. Ça a été de commander une pizza. Donc déjà, vous voyez, c'était pas facile pour elle de prendre son téléphone et de commander une pizza et de réceptionner la pizza une fois livrée. Faire la conversation à des personnes qu'elle ne connaît pas très bien, par exemple quand elle va à l'école, c'est les mères devant l'école, quand elle va pour chercher sa petite sœur à l'école et qu'elle voit les mères devant l'école, c'était de parler avec elle. C'était demander de l'aide dans un magasin, par exemple, pour essayer des vêtements, demander un vêtement plus grand, plus petit, etc. D'appeler des personnes qu'elle ne connaissait pas bien, par exemple des personnes du lycée qu'elle n'a connues que cette année, parce qu'elle venait juste de changer de lycée cette année quand je l'ai rencontrée. Vu tous les problèmes qu'elle avait eus les années précédentes, elle avait changé de lycée. Donc, elle avait des amis, mais qui n'étaient pas vraiment des amis encore et qu'elle ne connaissait pas bien. Mais elle avait repéré 2-3 personnes sympas et qu'elle avait envie d'appeler pour essayer de prendre des nouvelles du lycée pendant qu'elle ne pouvait pas y aller. Voilà, donc elle a pu le faire. Elle avait aussi réceptionné un colis et signé la réception du colis, passer commande dans un restaurant et payer avec la carte bancaire au lieu de payer en liquide. Donc, vous voyez, ce qui est intéressant dans cette liste, c'est qu'on a des tâches très variées. On a à la fois des tâches qui sont liées à la phobie sociale, c'est-à-dire qui sont directement liées aux relations aux autres. Et puis, vous voyez qu'il y a des tâches plus impliquantes que d'autres. Ce n'est pas la même chose quand même d'appeler une personne du lycée que de payer avec une carte bancaire. Vous voyez, ce n'est pas du même registre. Et c'est ça qui était bien dans cette hiérarchie, c'est qu'on avait réfléchi toutes les deux à trouver des choses très variées pour éviter justement qu'elle se cantonne dans un domaine et qu'elle ne progresse pas dans d'autres domaines. Donc, il fallait que cette liste soit à la fois verte, mais sur des thématiques différentes les unes des autres. Donc, voilà un exemple de hiérarchie verte pour un Zoé. Et donc, à chaque fois qu'elle sortait de mon cabinet, eh bien, on décidait ensemble ce qu'elle allait faire. Elle n'a pas tout fait d'un coup. Imaginez bien que là, on a quand même on a 7 points. Elle n'a pas tout fait, les 7 d'un coup. Mais elle en a fait 1 ou 2 par semaine et elle les a répétés plusieurs fois, évidemment. Pas une seule fois, ça ne suffit pas. Et puis, au fur et à mesure, voilà, c'est comme ça qu'elle a pu s'exposer et donc diminuer les évitements et donc diminuer les facteurs de maintien de son trouble. Donc, je vais vous parler des résultats qu'on a obtenus au cours de cette thérapie processuelle. Donc,
Donc, elle était venue me voir, si vous vous souvenez bien, en janvier 2019. Et à la mi-février, il y avait l'anniversaire d'un copain. Donc, elle était invitée à une fête d'anniversaire. Ce n'était pas évident pour elle, hein. Mais elle est allée. Elle y est allée. Elle s'est un peu forcée à y aller. C'était du vert foncé. Et elle est revenue ravie parce que ça s'est bien passé. Elle a revu ses amis. Les gens étaient contents de la revoir. Ils lui ont demandé de ses nouvelles. Et finalement, elle s'est sentie très à l'aise lors de cette soirée. Donc ça a été un point de départ vraiment très, 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 très important pour elle de pouvoir ensuite retourner en cours, évidemment. Ensuite, aux vacances de février, elle est partie skier avec une amie. C'est-à-dire qu'elle s'est retrouvée dans une station de sport d'hiver où une amie était là aussi, parce que là, elle était avec ses parents, mais une amie était là aussi. Et elles se sont retrouvées sur les pistes pour skier ensemble. Donc ça, c'était aussi très important pour elle, de ne pas rester tout le temps avec ses parents et d'aller skier avec une amie. À la mi-mars, elle a fait un premier essai avec sa mère pour aller en cours. Donc, elle a pris le métro avec sa mère jusqu'à la station là où elle devait aller. Et à la sortie du métro, elle a senti qu'elle commençait à faire une attaque de panique. Donc là, je lui avais conseillé de s'asseoir sur un banc en cas de panique et de faire un petit exercice de cohérence cardiaque et de reconsidérer ce qu'elle faisait après. Est-ce qu'elle va au lycée finalement ou est-ce qu'elle rentre chez elle en fonction du niveau d'anxiété? Et là, ce jour-là, elle n'a pas pu aller jusqu'au lycée. Elle a fait demi-tour. Donc là, vous voyez, ça c'est très important. C'est une tâche réussie, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est une tâche réussie parce qu'elle a progressé, parce qu'elle a fait un effort, parce qu'elle a pris sur elle pour aller jusqu'à la sortie du métro, ce qui était déjà difficile. Donc, il faut beaucoup, beaucoup renforcer positivement ce genre d'initiative. C'est très, très important. Donc, ça s'est passé vraiment plusieurs fois, hein, ce genre d'aller-retour comme ça, de tentative pour aller au lycée. Donc, juste après ça, toujours en mars, on avait réfléchi toutes les deux toujours sur la zone verte. Et on s'était dit que ça serait bien qu'elle puisse aller juste se promener autour du lycée, mais pas aux heures du cours. Comme ça, elle ne risquait pas de rencontrer des élèves, mais d'aller juste se refamiliariser avec l'environnement du lycée et se balader dans la rue, sans rentrer dans le lycée. Donc ça, elle l'a fait sans problème. Enfin, sans problème, j'exagère, c'était quand même un peu difficile, mais elle l'a fait. Et donc là, quand une tâche se passe bien, une tâche d'exposition, eh bien, ce qu'il faut conseiller aux patients, c'est de prolonger l'exposition le plus longtemps possible jusqu'à ce que ça redescende, que l'habituation se fasse, pour que le patient ne fasse pas ce qu'on appelle un échappement. C'est-à-dire qu'imaginez que le patient fasse une tâche et que l'anxiété soit importante. Par exemple, là, je ne sais pas, sur une échelle de 0 à 10, l'anxiété, elle serait à 7-8. Si le patient décide de rentrer chez lui parce qu'il n'est pas bien, il va rester sur cette impression négative d'avoir fait un échappement, c'est-à-dire d'avoir quitté en catastrophe la tâche. Donc là, ce qu'on avait dit, c'est que si elle ne se sentait pas bien, eh bien, elle s'asseyait sur un banc, comme on a dit tout à l'heure, elle faisait un petit peu de cohérence cardiaque, elle reprenait sa petite promenade après, et pour voir si elle arrivait à vraiment avoir une habituation et à faire diminuer son anxiété de manière au moins 50%. C'est-à-dire que quand on a une anxiété qui démarre à, je sais pas, 8 sur 10 et qu'on finit à 4, bah là, on peut se dire qu'on a fait du bon travail et on peut rentrer. Donc, c'est ce qu'elle a fait. Donc, elle a bien compris comment gérer les tâches et comment s'exposer de manière très, très prudente, mais en même temps graduée. Ensuite, donc, à mi-avril, elle a négocié avec le lycée pour ne retourner qu'en cours de français. Pourquoi? Parce que d'une part, elle était bonne en français et donc c'est un cours plus facile à aborder pour elle qu'un cours de maths où elle se sentait moins en confiance. Et d'autre part, parce que comme il y avait le bac de français évidemment à la fin de l'année, il fallait que, quand même, elle retourne en français pour pouvoir avoir toutes les chances d'avoir son bac de français. Donc, c'est ce qu'elle a fait. Elle est retournée en cours de français. La première fois, elle n'était pas très fière.
mais elle a tenu le coup. Elle a fait sa cohérence cardiaque pendant les cours aussi pour pouvoir faire diminuer son anxiété pendant le cours. Et finalement, elle a repris l'habitude régulièrement d'aller aux cours de français. Donc, pour le moment, c'était que les cours de français pour ne pas se compliquer trop la tâche. Et puis, petit à petit, mi-mai, elle a commencé à retourner à tous les cours. Donc, elle a fait graduellement. Elle est allée au cours de français, ensuite elle est allée au cours d'anglais et d'allemand, puisqu'elle était très bonne aussi dans ces matières-là. Et puis, en dernier, au cours de maths. C'était maths, oui, et pas de physique, c'était les cours de maths. Donc, c'était, voilà, graduellement, elle est retournée en cours pour retourner à tous les cours à la mi-mai. Donc, vous voyez, là, déjà, on a vraiment des résultats très, très significatifs. À la mi-juin, là, la date n'était pas choisie. C'était la date de l'oral de français. Il a fallu y aller. Au passage, elle a eu 17 à son oral de français et 15 à l'écrit. Donc, vous voyez, j'étais en train de vous dire que c'est une élève brillante. Et finalement, elle n'a pas paniqué à son oral de français. Et puis, voilà, ça s'est très bien passé. Et ça a été vraiment une grande, grande victoire pour elle. Du coup, l'année suivante, voilà, donc 2020, elle est passée en terminale S. En terminale S, en fait, je l'ai revue à la rentrée. Et là, elle n'avait plus aucun symptôme, en fait. Donc, plus aucun symptôme. Les cours se sont bien passés toute l'année. Elle a réussi son bac avec mention très bien. Et elle est en fac de psychologie. Pour la petite histoire, on a beaucoup discuté pendant toutes ces consultations sur son avenir professionnel également. Et elle s'est rendue compte que c'était très intéressant, la psychologie. Au départ, elle ne voulait pas faire ça du tout. Elle voulait plutôt travailler avec des chevaux dans un ranch, vraiment un autre projet professionnel. Et finalement, là, elle est en première année de psychologie et elle va très bien. Donc voilà un petit peu concernant les résultats de Zoé. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que avec la technique du procès, donc je vais revenir sur la slide que je vous ai montrée tout à l'heure, cette technique du procès, on ne l'utilise pas qu'une seule fois. Là, c'était, on va dire, une première instance. Mais comme le procureur avait perdu, comme vous le savez, son procès, eh bien, il a fait appel, comme dans un vrai procès. Le procureur étant furieux d'avoir perdu son procès, il a fait appel. Et donc, ça veut dire qu'on a refait plusieurs procès, les mêmes, c'est-à-dire on est reparti sur cette croyance centrale négative, je suis inférieur aux autres, et on a rejoué la même chose, que tout ce que je vous ai décrit tout à l'heure, plusieurs fois, pour voir l'évolution également, on va dire, scientifique de la croyance centrale. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on constate d'une fois sur l'autre, c'est que les cotations diminuent, d'accord? Donc la croyance centrale, elle est passée de 80% à 50% et puis 20%, etc. Donc elle a diminué dans le temps. Également, la tristesse a largement diminué. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, mais lors du premier procès, la tristesse, vous voyez, elle était déjà partie. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle était partie définitivement, bien entendu, mais quand même, on voit que le premier procès avait déjà fait bouger énormément de choses puisque l'accusation était encore restée assez élevée, mais l'émotion était à 0%. C'est-à-dire qu'elle était toute étonnée à la fin, c'est-à-dire au moment du verdict des jurés, elle a été toute étonnée de voir que sa tristesse avait complètement disparu. Donc, on a fait 3 fois cet exercice, en fait, ce qui n'est pas énorme, pour aboutir à une croyance centrale négative autour de 20-30%. C'est pas grave, hein, elle n'était pas à 0, mais elle n'a pas besoin. Par contre, une croyance centrale positive qui était à 70-80%. C'est-à-dire qu'elle croit encore aujourd'hui à 70-80% qu'elle est l'égale des autres et non pas qu'elle est inférieure aux autres. Donc ça veut dire qu'on a vraiment, d'une manière très profonde, réussi, comme je vous le disais tout à l'heure, à assouplir vraiment cette croyance centrale négative. Donc, ce qu'on veut, ce n'est pas forcément que ça soit à 0, mais ce qu'on veut, c'est que ça ne soit pas
comme une sorte de dictature intérieure que le patient vit, mais qu'on introduise une souplesse dans la manière dont le patient se perçoit. Et là, si on a un patient qui se sent égal aux autres, qui peut se sentir de temps en temps inférieur aux autres, mais comme n'importe qui, et pas d'une manière extrême, alors on aura réussi notre pari. Donc là, c'est ce qui a pu se passer vraiment pour Zoé grâce au travail qu'on a fait. Et vous voyez, avec la thérapie processuelle, ce qu'on a aussi, c'est qu'on va toujours vérifier dans la réalité ce qui se passe pour le patient. C'est-à-dire que là, on avait un principe de réalité et une demande expresse de Zoé de pouvoir retourner en cours. C'était évident, il fallait que cette jeune fille puisse faire des études. Et puis, il fallait aussi rassurer les parents derrière. Voilà, l'objectif est atteint, elle est retournée en cours. Et après, elle peut faire des études. Aujourd'hui, elle fait des études et tout va bien. Et sa vie peut continuer comme ça. Elle peut s'exposer maintenant beaucoup plus au regard des autres. Donc, on peut dire qu'il n'y a plus aujourd'hui de phobie sociale. Je voudrais vous parler donc des principales indications de la TCP. En réalité, elles sont très très larges. Les troubles de la personnalité, j'ai mis ça en premier parce que, en fin de compte, quand on a des patients avec des troubles de la personnalité, notamment je pense aux troubles de personnalité borderline, on a toujours énormément de croyances centrales négatives activées. Donc, la TCP est une excellente indication des troubles de personnalité, notamment borderline. C'est une approche intéressante vraiment par rapport à ces troubles-là. Tous les types de troubles anxieux, bien entendu, je viens de vous en faire une démonstration. Les troubles dépressifs également. Alors, petit bémol, on ne prendra pas en thérapie un patient qui est en crise aiguë de dépression. Hein, parce qu'à ce moment-là, il aura beaucoup de mal à s'investir. Vous voyez, vous avez vu que c'est quand même, il faut une grande alliance thérapeutique pour faire une TCP. Et c'est un patient qui est vraiment déprimé à un stade important, il va falloir d'abord mettre en place un traitement médicamenteux pour pouvoir ensuite aborder une thérapie pour qu'il puisse mettre de l'énergie, surtout dans la thérapie. Donc, c'est pour ça que je mettais un petit bémol concernant les troubles dépressifs. Dans toutes les addictions et les troubles du comportement alimentaire, la TCP est très intéressante parce que là aussi, on retrouve des schémas activés, très fortement activés et qu'on va désactiver. Et d'ailleurs, quand j'ai des TCA, je vais d'abord travailler les schémas et après, j'irai traiter le comportement alimentaire en deuxième intention, mais jamais en première intention, puisque je vais considérer que le comportement alimentaire, c'est juste un symptôme. C'est pareil pour les addictions. Par exemple, des problèmes d'alcool, je vais aller chercher pourquoi il y a le problème d'alcool, quels sont les facteurs de maintien. Donc, je vais refaire un diagramme de conceptualisation comme je vous ai montré tout à l'heure. Et puis, traiter les évitements au niveau 2 et traiter surtout les croyances centrales négatives niveau 3. Et après, on regardera les tâches comportementales sur la réduction et le sevrage de l'alcool. Pareil pour TCA. Donc, également en prévention et traitement du burn-out dans le monde du travail, c'est très intéressant parce que là, on va trouver des croyances centrales négatives qui sont souvent liées à deux choses, qui sont le perfectionnisme et le besoin de reconnaissance. Ce sont deux schémas qui s'entendent très bien. Je suis exigeant par rapport à moi-même, je veux être parfait pour être reconnu, pour être admis par les pairs. Et donc, c'est le terreau du burn-out. Donc, ces deux croyances centrales négatives-là, on les travaille vraiment en prévention de l'épuisement professionnel. Et c'est très important de le faire en amont avant que la personne soit totalement en burn-out. Quand on arrive à faire ce travail en amont, c'est très bien parce qu'on leur évite la catastrophe. S'il y a eu burn-out, eh bien, on le fera après, bien entendu. Et une fois que la personne se sera rétablie déjà physiquement, eh bien, on ira travailler sur ces schémas-là pour justement éviter la rechute
quand la personne retournera au travail, pour qu'elle comprenne pourquoi, dans son rapport au travail, il y avait quelque chose de pathogène dans les croyances centrales négatives. Il n'y a pas que le monde du travail qui est dur, il y a aussi les personnes qui se mettent beaucoup de pression et et là-dessus, on peut bien sûr travailler. Dans le psychotrauma, évidemment, ça laisse des traces très fortes en termes de croyances centrales négatives et qui sont de type je ne suis pas aimable, on ne peut pas m'aimer, etc. Donc là, bien sûr, il y a un travail extraordinaire à faire avec ces patients-là. Dans les troubles psychotiques, alors là, je n'ai aucune expérience dans les troubles psychotiques, mais je sais que, pour en avoir parlé beaucoup avec le professeur De Oliveira, dont je vous ai parlé, qui est l'inventeur de la TCP, lui travaille avec des patients psychotiques. Quand ils sont stabilisés par un traitement, il me dit que la TCP marche tout aussi bien qu'avec d'autres types de patients. Donc, voilà, potentiellement, avec les patients psychotiques, on peut aussi utiliser cette technique. Donc, voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur le site qui est en anglais du professeur Irismar De Oliveira. Si vous voulez lire sur le sujet, le bouquin de référence, c'est celui-ci que je vous montre ici sur cette slide, qui montre vraiment en détail cette approche avec tous les outils TCC qui sont utilisés dans cette approche. Et c'est pour revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, que cette approche vraiment permet d'utiliser énormément d'outils en TCC. Et puis, voilà, je pense que nous allons avoir l'occasion de parler ensemble. Alors, je ne sais pas encore sous quelle forme, si on pourra organiser des sessions de questions-réponses dans le cadre de ce cours. Parce qu'évidemment, j'avoue que j'aimerais beaucoup vous avoir en face de moi là et de pouvoir parler avec vous et échanger avec vous, parce que je peux imaginer que vous avez peut-être tout un tas de questions qui vous traversent l'esprit. Donc, je vais évidemment me tenir à votre disposition, que ce soit en live, peut-être si c'est possible à organiser avec la fac, je ne sais pas encore, ou que ce soit par messagerie, je ne sais pas du tout non plus. Mais en tout cas, je serais vraiment heureuse de répondre à toutes vos questions sur ce sujet. Si un jour vous voulez vous former, n'hésitez pas. Vous me contacterez aussi directement. Et puis, écoutez, en tout cas, j'espère que ce cours vous aura intéressé. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour la réussite de votre master et je vous dis à très bientôt.